été enseignant, prof d'histoire géo, c'est ça? C'est ça, oui. Lorsque je faisais une thèse en sciences politiques et je n'avais pas de financement, donc j'étais en fait prof remplaçant, quoi. Je me suis fait de la 6e à la terminale, toutes les classes. D'accord. Et vous avez été par la suite journaliste ou c'était en même temps? Oui, c'était un peu en même temps et un peu après. J'étais journaliste dans la presse très locale du côté de Rennes, Vitré-Rennes, un peu pour ceux à qui ça parle. C'était vraiment la presse quotidienne, pas quotidienne, hebdomadaire régionale, donc c'était vraiment du micro-local. Très bien. Et je crois que depuis 10 ans, vous vous consacrez qu'à l'écriture. Depuis 3-4 ans, disons. Enfin, je fais que ça. Depuis 10 ans, j'ai eu quelques emplois afin de faire bouillir la marmite, parce que c'est pas toujours facile de vivre de l'écriture, mais enfin bon, voilà, depuis 3-4 ans, ça fonctionne. Très bien. Donc, vous présentez ici sur le festival Prémices de la chute, mais je le lis forcément avec votre premier opus, La guerre est une ruse, qui s'est attaché à mettre en place les prémices du djihadisme, enfin pas mettre en place, à expliquer. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, tout à fait. De toute manière, ces deux livres constituent le premier et le deuxième opus d'un triptyque qui effectivement s'attache à expliquer ou à tenter d'expliquer, à questionner peut-être l'apparition du djihadisme comme on l'a connu en novembre 2015 en France avec les attentats du Bataclan. Donc on remonte depuis la guerre civile en Algérie dans les années 90 avec une figure un peu en ligne rouge dans le premier livre, La guerre est une ruse, qui est celle de Khaled Kelkal, qui était un jeune Français qui était né en Algérie et qui a posé des bombes dans le RER B en 95 et qui a fait d'autres attentats. Et c'était un peu le premier jeune homme français à porter les armes au nom de l'islamisme, du djihadisme. Et alors voilà, ça c'est le premier opus. Le deuxième opus s'attache à remonter les quelques années avant jusqu'au 11 septembre 2001. Le troisième opus, qui est en cours d'écriture et qui sortira en mars 2020, chez Agulot, toujours mon éditeur, parlera plus de la mutation d'Al-Qaïda, du passage, si on peut dire, de témoin, entre guillemets, entre Al-Qaïda et Daesh. Et donc les attentats Mohamed Merah à Toulouse d'abord, en 2012, puis 2015, les attentats de Charlie Hebdo, de l'hypermarché Cacher, et à la fin de l'année, le Bataclan et le Stade de France et le 11e arrondissement. Alors, en vous lisant, là, je comprends que vous avez été prof d'histoire, parce que moi, ce qui m'a interpellée, c'est le travail énorme. Je pense que c'est toujours quelque chose qu'on doit vous dire, c'est que quand on vous lit, on se dit, mais le travail qu'il a fallu faire, alors comment vous avez procédé? Est-ce que vous avez fait tout ce travail de recherche historique, alors combien de temps ça vous a pris? Oui, alors moi ma fiction s'insère dans les interstices de la grande histoire. Voilà. Et donc il me faut un travail de documentation assez important à l'avance. C'est difficile à quantifier parce que cette documentation commence bien avant l'écriture du livre, bien avant même le travail en tant que tel de documentation. Enfin, c'est quelque chose, le sujet m'intéresse depuis de nombreuses années. Je dis souvent que ce qui m'a poussé aussi à écrire peut-être ce livre, c'est d'avoir vu la photo de Khaled Kelkal à la guerre de Rennes lorsqu'il était recherché en 95. Donc ça m'avait déjà troublé, il avait une vingtaine d'années et j'écrivais pas à l'époque. 20 ans plus tard, j'écris et je me dis que c'est peut-être une manière de répondre à cette interrogation. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de tout ça en 1995 ? Quand j'étais un jeune homme encore. Et voilà, j'ai continué à lire pendant 20 ans sur cette histoire, sur ces histoires, et à un moment quand même, lorsque je me suis mis à écrire et que j'ai voulu écrire cette somme, je me suis plongé plus méthodiquement dans une documentation. Alors vous faites des fiches, vous faites comment? Vous avez tout, parce que là, c'est tellement documenté, même dans le prémisse de la chute, là où ça se passe dans le Nord-Pas-de-Calais, on a l'impression vraiment que vous êtes allé sur site, parce que c'est impressionnant. Vous connaissez des petites villes du Nord, enfin des petites villes de l'Homme, voilà, comment vous avez fait? C'est un travail de documentation. Alors
voilà, j'ai peut-être une facilité de synthèse qui fait que ça me permet d'avoir un peu tout dans la tête. J'ai pas vraiment de fiches, alors j'ai bien sûr plein de prises de notes, j'ai des fichiers sur mon ordinateur et tout ça. Je lis beaucoup la presse aussi, mais je dessine pas un organigramme au mur. C'est comme ça que je l'imaginais. Oui, c'est sans doute ça. Non, mais c'est à la limite plus à plat, je sais pas. J'ai de la documentation sur mon bureau et tout ça, mais et puis quand j'écris l'histoire, mon histoire, ma fiction, ça m'entraîne aussi dans la grande histoire. Donc, d'ailleurs, ma fiction est parfois modulée par la grande histoire. Enfin, comment on pourrait dire, de manière un peu schématique, un de mes personnages ne peut pas se trouver à un endroit et voir quelque chose si ça n'a pas eu réellement lieu. Donc, je modifie aussi. Donc, je suis tenu, l'histoire me borde. Et néanmoins, oui, j'étais prof d'histoire, j'étais un peu journaliste, mais je suis romancier. J'avance en tant que romancier. D'accord. Dans ces deux opus, Tej Ben Lazar apparaît. On le retrouve dans le troisième ? Bah oui, on le retrouve, mais ce qui est un peu troublant d'ailleurs quand on écrit sur 30 ans, c'est que les personnages vieillissent un peu comme des parents ou des membres de la famille, et il faut intégrer ça aussi. Oui, on le retrouve, à tel point que cette trilogie dont on avait cherché un nom avec mes éditeurs, on n'a pas vraiment trouvé, et émerge de temps en temps la trilogie Ben Lazar. C'est bizarre comme un personnage peut prendre de l'importance. Ben Lazar est en fait, celui qui nous mène du début à la fin, de 1992 à 2015. Alors, bien sûr, il va être à la retraite un moment, mais il va toujours être un peu sur le coup, un peu pris par ses monomanies aussi, parce que c'est l'histoire de sa vie, cette histoire que je raconte. Et justement, donc, ça va pas, en fait, vous suivez ces personnages, donc depuis, ça va faire trois livres, ça va pas vous faire drôle de les quitter? Mais bien sûr, sans doute, de toute manière, tous les personnages qu'on construit, à un moment, il faut les laisser partir. Mais c'est vrai que moi, ils n'ont pas une réalité tridimensionnelle, je ne suis pas dingue à ce moment-là, mais néanmoins, ils existent, je sais ce qu'ils ont fait, je sais ce qu'ils feraient, enfin, peut-être que moi qui le sais, mais plus encore, le lecteur s'approprie ces personnages, et parfois, les lecteurs me disent « Oh, c'est très cinématographique, il faut l'adapter au cinéma, ok. » Je verrais bien dans ce rôle-là, il me cite un acteur, et un acteur qui est pratiquement à l'opposé de celui que je vois, quoi. Donc voilà, c'est ça aussi, ils ne m'appartiennent plus à un moment, et c'est tant mieux. Ça veut dire que voilà, j'ai réussi quelque chose, quoi. Chacun a son Ben Lazar dans la tête. Donc, vous avez reçu pour La guerre est une ruse, félicitations, de nombreux prix, dont le prix qui est donc le prix des lecteurs, qui est du polar. Donc, alors c'est bien, ça, je pense que c'est super. Mais est-ce que justement, ça met pas un peu de pression après quand on est... Évidemment, ce livre, disons-le, fonctionne bien. Il a été multiprimé. Je crois que vous allez recevoir encore un prix la semaine prochaine. À Blois, au festival, festival d'histoire. Festival, voilà. De romans historiques. Ouais, c'est bien, donc c'est chouette, c'est autre chose. Oui, il a reçu 5 prix, c'est vraiment incroyable, c'est chouette. Donc, il y a du polar, qui est un peu le Graal en matière de polar. Ça met la pression, mais ce qui met plus la pression, c'est la réception du livre. J'ai fait beaucoup de rencontres en librairie, quoi, et donc j'ai été face à face à des lecteurs qui m'ont parlé, qui m'ont dit c'est chouette. Certains Algériens qui avaient fui en France à l'époque de la guerre civile me disent Et chaque lecteur a l'idée du 3e opus, je crois. Vous voyez, et c'est ça la pression en fait, c'est de se dire qu'est-ce qu'attend le lecteur, sans pour autant écrire. J'ai jamais vraiment écrit en me disant tiens ça va fonctionner commercialement et tout ça. J'essaye de faire autre chose, j'essaye de dire ce que je pense du monde, comme il va mal ou comme il va bien parfois. Enfin bon voilà, j'estime mon écriture un peu engagée, un peu chargée, mais néanmoins je me dis à chaque fois est-ce que le lecteur va s'y retrouver? C'est plutôt ça la pression. Les prix maintenant, c'est chouette, c'est gratifiant et tout ça, mais je suis quand même face au lecteur. C'est vraiment lui mon interlocuteur premier. Donc vous me paraissez très, très sensible à tout ce qui se passe dans l'actualité, je pense que c'est un peu normal. Et est-ce qu'il y a dernièrement quelque chose qui vous a interpellé et qui pourrait faire l'objet d'un roman?
Évidemment, bah, évidemment, bon, c'est l'environnement actuellement, je pense, qui me soucie avec l'explosion, ne serait-ce que l'explosion de l'usine de Rouen, là aussi, qui est un peu plus... Le péril environnemental, écologique, c'est un truc qui pourrait. Mais j'ai dans l'idée aussi d'écrire sur le monde ouvrier. C'est un truc qui me tient depuis que je suis assez jeune aussi, parce que j'ai des racines familiales dans le monde ouvrier. Et j'aimerais bien faire quelque chose d'assez ambitieux là-dessus. Disons que j'ai plein d'idées, pour tout vous dire, et que le temps passe et que c'est un peu mon principal problème, le temps qui passe. Et forcément, un jour ça coincera. Voilà, pour l'instant, vous l'exploitez bien. J'essaye.